Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Dans Punchline, on parle de cette crise de l'énergie, de ces stations-service qui sont prises d'assaut. On les a vus il y a quelques instants avec les automobilistes très inquiets de ne pas pouvoir faire leur plein. Et il y a évidemment la sobriété énergétique que nous demande le gouvernement. Emmanuel Macron s'est exprimé cet après-midi. Il a tenté de rassurer les Français en leur disant « La France passera l'hiver, ouf, même dans le pire des scénarios ». Écoutez-le. La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité. Il faut accélérer en quelque sorte les efforts sur l'énergie. C'est ça la bonne sobriété. Et donc là-dessus, c'est accélérer sur les petits investissements en termes d'efficacité énergétique. Et c'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de 10% ce qu'on consomme d'ordinaire. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, il ne faut pas de décret, de loi, de choses compliquées. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Voilà, ouf, on va passer l'hiver, Nathan Dever. Oui. Simplement, à quel prix ? On connaît la fable de La Fontaine sur la mouche du coche. C'est-à-dire la mouche qui croit qu'elle agit alors qu'elle ne fait que être accompagnée à un mouvement qui existerait sans elle. C'est exactement ce qui se passe. Là, vous avez tous les Français, encore une fois, en mettant entre parenthèses toute considération civique ou morale. Les Français voient les prix de l'énergie monter. Ce sont des agents économiques rationnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt à prendre des décisions économiques qui vont les mettre dans l'embarras ou dans les difficultés. Donc, ils vont réduire leur consommation énergétique. Donc, à partir de là, inciter les gens à faire quelque chose qu'ils font déjà, c'est quelque chose qui est profondément inutile, à part peut-être, si vous voulez, pour faire de la rhétorique ou pour faire de l'éloquence. Et sur le deuxième aspect, le mot de sobriété, c'est un mot qui a un double sens. Quand il a une application énergétique, on pourrait employer celui de responsabilité, de vue à long terme, etc. Mais employer ce mot qui a quand même une connotation très morale, très puritaine, moi, c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Charles Consigny, je livre à votre sagacité le slogan que nous a sorti le gouvernement. Je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse, j'éteins. Alors écoutez, je vais vous la répéter. Non, c'est pas vrai. Voilà, je baisse, j'éteins, je décale. Mais c'est quoi ? C'est le nouveau slogan pour la sobriété énergétique. C'est la chasse au gaspillage version 2022. La sobriété pour les nuls. Le est obligatoire, il doit couvrir la bouche et le nez, qu'on entendait à peu près 500 fois par jour. C'est le nouveau Carglass répare, Carglass remplace. Merci pour la pub, ils seront très contents. Néanmoins, c'est ce slogan qu'on a entendu. On infantilise les Français là, non ? Je constate que Nathan Dever porte un col roulé comme l'a réclamé Bruno Le Maire, donc j'observe qu'il y a quand même une certaine efficacité dans l'incitation et dans la communication gouvernementale. Moi, j'espère, si vous voulez, qu'on ne va pas revivre l'épisode du Covid où on nous demandait de faire dîner nos grands-parents dans la cuisine et ce genre de choses. C'était la bûche à la cuisine pour les grands-parents. Et quand on a fléché le sens de circulation dans les bâtiments publics et les transports en commun, ou quand on a coller des ronds sur le sol, des quais de gare pour que chacun reste dans son rond. J'espère qu'on va pas arriver à ça. Vous avez raison. Et franchement, je crains quand même, si vous voulez, cette crise énergétique, elle est due à quoi ? Elle est due au fait que les Russes arrêtent de nous livrer du gaz. Bon, ça, le gouvernement n'y peut rien, sauf à pactiser avec les Russes et à laisser tomber l'Ukraine. On ne peut pas lui reprocher la pénurie de gaz. En revanche, il est lié aussi au fait qu'il y a une partie de notre parc nucléaire qui est indisponible. Et ça, c'est un grief que l'on peut faire à nos pouvoirs publics et à EDF, et à Areva et à toutes ces entreprises qui gèrent ces centrales nucléaires, qui n'ont pas fait ce qui était nécessaire ces dernières années pour qu'on ait un parc nucléaire qui fonctionne. Donc, je suis un peu inquiet de voir qu'on se tiers-mondise pour des facteurs dont nous sommes la cause. Pour une partie. Général Clermont, on est en économie de guerre. Il y a une économie de guerre de l'énergie, notamment. C'est une guerre de l'énergie qui est en train d'être menée. Il y a en parallèle de la guerre militaire que l'on suit pratiquement en direct sur les réseaux. Il y a une guerre de l'énergie qui est livrée, que nous livre Vladimir Poutine. Il a un certain nombre d'atouts. Il a utilisé finalement la guerre du gaz assez tard. Moi, je pensais qu'il l'aurait utilisé avant. Il a attendu qu'on soit vulnérable, qu'on commence à être fragilisé pour couper le gaz. Et aujourd'hui, c'est cette guerre du gaz qui se décale sur l'électricité, qui s'aligne sur le prix du gaz, qui fait que pour les Français, c'est difficile. Et on vit donc la guerre en Ukraine
en France au travers de ces coûts de l'énergie qui explosent. Donc nous sommes effectivement tous dans la guerre en Ukraine de cette manière-là. On parle beaucoup d'énergie. Il faut aussi parler de l'alimentation parce qu'il y a une flambée des prix sur l'alimentation. Éric Revel, on va juste écouter très rapidement Christiane Lambert de la FNSEA, la patronne des agriculteurs. Elle dit « On est en économie de guerre ». Les mots ont un sens. Écoutez-la. On est vraiment en économie de guerre. Écoutez, quand on est privé d'un certain nombre de produits et quand on voit l'énergie, le gaz qui vont flamber, multiplié par 5, multiplié par 8 pour les entreprises, c'est impossible de répercuter les coûts. Et donc, un certain nombre d'entreprises ferment. Pour les entreprises, ce sont des coûts d'énergie énormes. On ne peut pas arrêter un robot de traite. Il fonctionne toute la journée. On ne peut pas arrêter un tank à lait. Il refroidit le lait toute la journée. Les usines qui tournent, elles tournent avec de l'électricité non-stop. Donc, puisqu'il y a cette explosion non contenue, nous demandons un plafonnement du prix du gaz pour les entreprises et nous demandons aussi que les tarifs soient réglementés pour les entreprises. Voilà, pour les entreprises, Éric Nolot, il faut faire quelque chose. Oui, mais enfin, il faut quand même savoir si les mots ont un sens ou pas. Moi, je veux bien qu'on essaie de dramatiser la situation. On n'est pas en économie de guerre. Non, mais le Covid, Emmanuel Macron était intervenu en disant « Nous sommes en guerre », c'était le Covid. Là, nous sommes en guerre. Et en plus, nous avons sous les yeux, on en parlait un instant, ce que c'est qu'une vraie économie de guerre en Ukraine. Alors, on peut dramatiser les enjeux, mais guerre, ça fait peur à tout le monde, je trouve, à bon compte. Voilà. On est dans une situation sérieuse, on est dans une situation qui n'est pas encore dramatique. Évidemment qu'il faut prendre ça au sérieux avec les mesures adéquates, mais cessons d'agiter des grands mots qui sont démentis à quelques centaines de kilomètres de nos frontières avec des véritables économies de guerre. Éric Revel. Alors, Éric Nolot n'aime pas le mot de guerre, alors je vais employer le mot de restriction. Nous sommes rentrés dans une économie de restriction, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez une flambée des prix de l'énergie de ce point-là, et Christiane Lambert l'a bien résumé, vous avez que deux possibilités. Ou bien vous répercutez dans vos coûts de production, et donc dans les coûts de vente, la flambée énergétique, et là, évidemment, plus personne ne peut acheter les produits, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Et puis surtout, vous alimentez aussi le fameux niveau de l'inflation, ou bien vous arrêtez de produire. Mais dans les deux cas de figure, ça veut dire que les gens se passent d'un certain nombre de biens, essentiels ou pas. On n'est pas encore dans un pays totalement tiers-mondisé. Ou bien, vous n'avez plus du tout de ces produits à disposition. Et donc, dans les deux cas de figure, si ça continue, vous rentrez bien dans une économie de la restriction, puisque les producteurs produiront à des prix tellement exorbitants que plus personne n'achètera, ou bien ils arrêteront de produire. Donc oui, on est rentré dans une drôle de phase. Une drôle de guerre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Éric Nolot quand il parlait de la question de la dramatisation. Qu'est-ce qu'un bon responsable politique ou quelqu'un qui entretient un rapport sain avec le peuple? C'est quelqu'un qui est pessimiste par principe, c'est-à-dire avant, il imagine toujours le pire scénario, mais s'il se retrouve dans un mauvais scénario, là il devient optimiste, en tout cas publiquement optimiste, pour rassurer les gens. Donc sur la question par exemple du coronavirus, il fallait peut-être investir davantage des hôpitaux, être pessimiste avant, et une fois que une épidémie arrive, là on devient optimiste et on dit rassurez-vous, ça va aller. Pareil sur la question énergétique, peut-être que cette manière, comme vous le disiez, d'avoir désinvesti le parc nucléaire et d'avoir estimé qu'on était à 1000 lieues d'avoir un problème énergétique en Europe parce qu'il n'y aurait plus de guerre, etc., c'était une sorte d'optimisme béat. Et une fois qu'il y a le problème, donc une fois qu'on est en temps de crise, là par contre on a un discours pessimiste avec des formules très effrayantes comme on va peut-être pas passer l'hiver, qui insinue cela, ou certains responsables gouvernementaux qui avaient parlé de rationnement aussi possible. Donc vous voyez, je pense que là, vous savez, c'est la phrase de Gramsci. Il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et je trouve que les élites françaises, globalement, pas d'ailleurs que politiques, ont souvent l'optimisme de l'intelligence et le pessimisme de la volonté, ce qui est très dangereux. Et Général Clermont, ça vaut aussi pour l'armée. Évidemment, les mots ont un sens et il faut les utiliser à bon escient. Oui, pour les militaires, la guerre, c'est un mot qui indique le choc des volontés et le choc des armées. Donc effectivement, utiliser ce mot dans d'autres contextes, ça se fait régulièrement, mais ça dénature un peu le sens du mot guerre. Revenons au principe qu'il y a une vraie guerre actuellement en Ukraine, dans laquelle il y a des dizaines de milliers de morts. Nous, on en subit des conséquences par énergie interposée, qui est d'ailleurs plus la question de l'électricité que la question du gaz russe. Alors justement, juste un mot quand même. Oui, et puis après on s'intéresse à l'Ukraine. Qui est important. Bon, Gramsci, très bien, mais je ne sais plus qui disait gouverner, c'est prévoir. Bon, ça c'est beaucoup plus, c'est un apophthegme de base, mais important. Mais en réalité, depuis avant Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron aussi, en fait, on a l'impression que plus aucun gouvernement n'a de vision, n'anticipe ou ne prévoit pour gouverner. C'est-à-dire que quand on a un mur et qu'on est sur le point de rentrer, on essaie d'expliquer aux Français qu'on va percer un petit trou pour que tout le monde puisse passer, mais on n'a jamais vu le mur arriver. Et en fait, le mot anticipation,
le mot gouverner pour prévoir, on l'a, à mon sens, totalement oublié. Le parc nucléaire, Charles a raison, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, en réalité. Les hôpitaux, en état... Enfin, il y a plein d'autres. On a désinvesti la sphère publique.